We are the future. Hear us. It's our tomorrow you're building today. So when you create technology, put us at its heart. When you teach artificial intelligence, teach it to make us better humans. Act now for nature, the planet, and for us. Think differently to build a better working world. A kinder, more inclusive world. You can do so much. Don't let us down. Use your skills to shape our future for the better. Work together. Collaboration creates confidence, and confidence makes things happen. Be bold. Ask better questions, and act on those answers. Adapt. Do not allow the future to shape you. Shape it, and shape it for the better. If not for yourselves, for us. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue au webinaire de présentation des résultats du baromètre des entreprises de la grande consommation en Afrique francophone. Je suis Emira Jamoussi, partenaire en charge de l'activité Business Consulting à EY Tunis et experte dans le secteur de la grande consommation. Et j'aurai le plaisir d'être la modératrice de cet événement. Donc nous allons passer ensemble environ 1h30 pour vous présenter les résultats du baromètre et échanger avec des acteurs de l'écosystème, des industriels, des PPP, des startups. Mais avant de commencer, je voulais revenir sur la genèse de ce projet et les raisons pour lesquelles nous avons lancé ce rapport. Donc, le secteur de la grande consommation est un secteur qui est significatif, qui est très développé sur l'ensemble du continent. On a beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire, de la distribution. Et certaines sont d'une taille significative. Donc, le poids de ce secteur est significatif pour l'ensemble des pays. Ce que nous constatons en tant que EY, étant présent auprès de ces entreprises de la grande consommation, c'est que aujourd'hui, il y a une vraie vitalité du secteur. Donc, le secteur est en pleine croissance du fait du développement des populations, mais en même temps, les entreprises font face à des défis, des challenges d'ordre commercial, opérationnel et financier. Donc, le sujet est complètement passionnant et c'est pour ça que nous avons souhaité donner la parole à ces entreprises dans le cadre de ce baromètre pour avoir une idée sur leur morale, leurs préoccupations, leurs perspectives. Et on a été, le résultat a complètement dépassé nos attentes dans le sens où on a des entreprises avec un état d'esprit très positif, conquérant, dynamique. Donc, je vous préviens, pendant ce baromètre et ce webinaire, vous allez avoir une dose d'énergie positive que nous, on a ressentie à la lecture des résultats. Donc, nous allons passer à la présentation du sommaire. Si on peut avoir la slide. Donc, l'événement va se structurer en deux parties. Une première partie avec le mot d'ouverture et la présentation des résultats du baromètre avec Rabeh Behatem. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons échanger avec des acteurs de l'écosystème. Donc, nous aurons avec nous la laiterie du Berger du Sénégal avec Bagoré Batili, qui en est le directeur général. Ensuite, le groupe Faderco en Algérie avec Mohamed Aziz Roufi, qui est le directeur du développement du business. On va présenter un modèle de partenariat public-privé avec la CIPI du Bénin, Monsieur Letanji Béton, qui est le directeur général. Et ensuite, nous allons présenter un projet de transformation digitale avec Madagascar Agriculture de Madagascar, avec Harry Lanza, qui est le directeur général de cette société. N'hésitez pas à poster vos questions dans le chat. Nous essaierons d'y répondre à la fin de l'événement. Et puis, nous aurons une restitution et un mot de clôture avec Monsieur Sami Zawi.
Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Rabeb et Hatem. Alors, Rabeb Boudriwa est partenaire, elle fait partie de l'équipe audit et conseil financier au sein de EY Tunis. C'est une experte du secteur du retail qui a accompagné les plus grands groupes de retailers. Nous aurons ensuite, il y aura aussi Hatem Friha qui va intervenir. Donc, Hatem est partenaire en charge de EY Parthenon, qui est notre branche de conseil en stratégie. Et Hatem n'a eu de cesse de sillonner le continent ces dernières années pour accompagner les clients de l'agro-industrie. Donc, Rabeb et Hatem, à vous. Merci. Merci Amira pour ce mot d'ouverture inspirant. Et passons maintenant à la présentation des résultats de notre baromètre. Mais afin de mieux appréhender les résultats qui vont suivre, je préfère tout d'abord commencer par une présentation du contexte, objectif et structure du baromètre, ainsi que la méthodologie sur laquelle il repose. Alors, le baromètre, en sa première édition, cette année, il apporte un éclairage précieux sur les enjeux, défis et priorités des dirigeants des entreprises, et ainsi que les initiatives et les priorités face à des tendances et situations du marché en constante mutation. Il s'appuie sur les retours d'expérience des dirigeants, ce qui lui donne sa vision concrète et pragmatique du marché. Et l'enquête a été menée entre septembre et décembre 2024 et a recueilli 86 réponses des dirigeants des entreprises issus des secteurs différents, des profils différents, de tailles différentes et avec des niveaux de chiffre d'affaires divers. Afin d'offrir une vision représentative du marché, les résultats sont structurés selon 3 grandes zones géographiques ou clusters, qui sont le cluster du Maghreb en jaune, le cluster de l'Afrique de l'Ouest en vert et le cluster de l'Afrique centrale et australe en rouge. En complément, l'étude propose également des analyses approfondies par secteur. Si on peut passer à la slide suivante, voilà. Mettant en avant des tendances spécifiques et des insights stratégiques pour mieux comprendre l'évolution du marché. Et le secteur de la grande consommation tel que défini dans notre étude comprend les 3 sous-secteurs suivants, qui sont le secteur agroalimentaire, l'agriculture, l'élevage et pêche, l'agro-industrie et boissons, le secteur de distribution incluant les supermarchés, les hypermarchés, les magasins de mode électronique, l'e-commerce, les grossistes, les cafés et les restaurants, et les autres biens de consommation tels que les cosmétiques, détergents, équipements de la maison, électroménager, informatique et téléphone et divers. Les résultats de l'enquête, quel que soit dans cette présentation ou dans le document du baromètre, sont structurés autour de 4 grands textes. Premièrement, situation et perspectives commerciales. Nous verrons ainsi comment les entreprises perçoivent leurs performances actuelles et comment elles envisagent leur avenir à court et moyen terme. Ensuite, au-delà des enjeux commerciaux, nous allons analyser la situation interne liée au processus opérationnel de ces entreprises. La troisième partie sera consacrée à la stratégie d'investissement et on finira avec un aperçu sur la perception de la conjoncture, les situations politiques, économiques et sociales. Sans plus tarder, on commence par la première partie ou le premier axe qui est dédié à la situation et perspectives commerciales. Et un bon point de départ pour évaluer la situation économique et financière des entreprises et l'évolution de leur chiffre d'affaires. C'est pourquoi notre enquête a débuté par une question, bien qu'elle puisse sembler classique. Elle offre un aperçu concret de la dynamique économique des entreprises et de leur capacité à faire face à des défis du marché. C'est leur perception de l'évolution du chiffre d'affaires entre les exercices ou les années 2023 et 2024. Et là, il est encourageant de constater que 41% des entreprises interrogées annoncent une hausse de leur chiffre d'affaires, tandis que 32% déclarent une baisse. Au Maghreb, une majorité de 69% des répondants qualifient leur activité de stable ou en amélioration. Cela souligne une certaine résilience face aux défis du marché.
Cependant, il est essentiel de ne pas ignorer la réalité des 31% des entreprises qui annoncent ou déclarent une baisse. En effet, ce sont particulièrement les secteurs autres que agroalimentaires qui subissent cette situation, tels que l'équipement de la maison, l'électroménager, les loisirs et autres. En effet, dans un contexte de tension budgétaire, les consommateurs se recentrent sur les achats essentiels, ce qui impacte directement ces secteurs. En Afrique de l'Ouest, les perceptions sont plutôt mitigées. Bien que 64% déclarent une évolution, voire une stabilité, 36% déclarent une baisse, ou même une forte baisse. Un deep dive des tendances par secteur dans l'Afrique de l'Ouest indique que l'agroalimentaire se distingue par des croissances notables soutenues par des initiatives gouvernementales visant à intégrer au maximum les chaînes de valeur agricoles, tandis que l'instabilité sécuritaire continue à influencer sur ces entreprises. En Afrique centrale et australe, les résultats présentent un paradoxe. Bien que 53% des entreprises notent une amélioration, cette même région présente les perspectives les plus négatives pour certains acteurs. À titre d'exemple, le secteur de la distribution est le plus touché. En effet, il subit de plein fouet les situations d'instabilité sécuritaire et les difficultés économiques des pays. Qui agissent à la fois sur la fréquentation des magasins ainsi que sur le panier moyen du consommateur. Les réponses aux prévisions pour l'année à venir montrent que l'optimisme est de mise, avec seulement 11% des entreprises anticipant une baisse. C'est ce qu'on peut voir dans le slide, voilà. L'optimisme dans des régions comme le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest est soutenu par l'intérêt croissant des investisseurs ainsi que des réformes visant à soutenir la suffisance alimentaire et une intégration accrue des chaînes de valeur agricoles. Assal, si tu peux passer au slide suivant, voilà. Je pense qu'il y a un peu de retard dans la connexion. En Afrique centrale, les prévisions sont plus contrastées. Bien que 33% des entreprises déclarent une forte amélioration, 15% expriment des craintes liées à la dégradation de l'activité, soulignant ainsi des défis structurels persistants dans la région. L'optimisme quant à l'évolution de l'activité, dans le slide d'après, reste conditionné selon nos dirigeants à plusieurs facteurs. Passons à la slide suivante. Voilà. En premier lieu, l'évolution de la conjoncture économique et sociale joue un rôle clé. Sans surprise, les entreprises de grande consommation subissent de plein fouet les répercussions des difficultés économiques de leur pays. En période de crise, le consommateur se recentre sur l'essentiel, limitant ses dépenses aux produits de base, souvent à faible valeur, à faible marge, ce qui impacte la rentabilité de ces entreprises. Par ailleurs, l'augmentation des prix liés à l'inflation, les prix de matières premières ne peut pas être entièrement répercutée sur les prix de vente. La meilleure accessibilité au marché africain, citée par 49% de répondants, notamment en Afrique de l'Ouest, grâce à la monnaie unique et aux zones de libre-échange, a été identifiée comme deuxième levier de croissance. Le marché européen, quant à lui, il a récolté 30% des répondants. Il représente un potentiel de développement, mais il n'est pas au cœur de leur aspiration. Vous ne le voyez pas dans ce slide parce qu'il vient en 5e position des facteurs identifiés par les entreprises. L'évolution de la situation politique du pays est un facteur important également qui a récolté 48% des réponses en Afrique de l'Ouest et 52% des réponses en Afrique centrale. Et l'impact du marché informel est également jugé important, montrant un défi en termes de concurrence déloyale et d'inefficacité réglementaire. En effet, ces pratiques continuent à peser plus que 50% du marché dans certains ou la majorité des pays étudiés.
On passe aux tendances, principales tendances observées sur le secteur de la grande consommation. Et en termes de tendance, l'enquête relève que la préférence pour les achats en ligne et l'e-commerce vient en tête des tendances de consommation observées au cours de 2 dernières années. Ceci met en évidence l'impact durable de la digitalisation accentuée par la pandémie sur les habitudes d'achat des consommateurs. L'e-commerce, quant à lui, il connaît une forte adoption, en particulier en Afrique de l'Ouest, là où on trouve 50% des répondants qui ont observé cette tendance. Nous observons également un intérêt croissant pour les produits locaux et faits maison, ce qui témoigne de la volonté du consommateur africain de soutenir l'économie locale. Là, ce sont également les parties de l'Afrique de l'Ouest qui ont le plus relevé cette tendance, avec 54% des répondants. La troisième tendance, une tendance qui se dessine en faveur des produits écologiques et durables et qui a recueilli 38% des répondants. Et sans surprise, donc 33% des répondants ont constaté une sensibilité accrue au prix traduit par une pression économique ressentie par les ménages influencés par l'inflation. Ces tendances et évolutions soulèvent la question des priorités commerciales et marketing que les entreprises du secteur devront adopter pour s'adapter à ce contexte du marché et que nous allons voir dans la slide suivante. En premier lieu, l'amélioration des circuits de distribution citée par 54% des répondants insistant sur l'importance d'améliorer la logistique et la distribution numérique, notamment dans les régions où les marchés traditionnels restent dominants. Ensuite, 49% des entreprises souhaitent renforcer leur présence digitale afin d'élargir leur audience, améliorer leur visibilité et interagir plus efficacement avec une population de consommateurs de plus en plus connectés. C'est clair que l'innovation également à travers la diversification des produits et le lancement des nouveaux marchés produits reste une priorité clé pour maintenir la compétitivité et répondre aux attentes des changements des consommateurs. Et cette réponse a été sélectionnée notamment par les pays d'Afrique de l'Ouest à hauteur de 55% et l'Afrique centrale et australe à hauteur de 48%, ce qui montre la marge de manœuvre importante dans ces pays. Enfin, 38% des entreprises se concentreront sur l'amélioration de la compétitivité prix. Elles sont conscientes des préoccupations du consommateur concernant les prix influencés par l'inflation et les contraintes budgétaires. Passons maintenant au deuxième axe, la situation interne liée au processus opérationnel qui va être présenté par Hatem. Merci Rabeb. Donc, dans cette deuxième partie, on va s'occuper beaucoup plus des aspects liés au business, au métier. Et donc, nous avons posé des questions qui sont autour des performances opérationnelles, l'efficacité opérationnelle et de l'adoption des nouvelles technologies au sein des entreprises de la grande consommation sur les clusters que nous avons identifiés. Donc, premier slide est autour des processus métiers. Business process principaux. Et là, en l'occurrence, on parle de la supply chain, donc l'approvisionnement, la production et la distribution. Et la question était sur quelles sont les tendances perçues de l'évolution de ces processus-là sur l'année 2024. Et l'on sort que la tendance générale est à l'amélioration des processus, particulièrement sur les régions du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, et que nous expliquons bien évidemment par un regain d'efficacité suite aux fortes perturbations qu'il y a eu sur les approvisionnements en matières premières, lors du Covid, mais aussi de la guerre d'Ukraine, etc. Et donc, au jour d'aujourd'hui, une relative stabilité des cours de devises et la reprise d'activité logistique mondiale d'une manière un peu plus sereine font que ces processus-là ont tendance à s'améliorer.
De l'autre côté, c'est un peu moins prononcé en termes d'amélioration au niveau de l'Afrique centrale, avec 24% des entreprises de cette région qui ont enregistré des régressions ou perçu des régressions sur leur process opérationnel. Et donc, ce qui confirme que les enjeux logistiques restent importants et très importants dans cette région, avec des défis géopolitiques, des problèmes probablement de gouvernance et des pénuries de devises qui peuvent être autant de freins à des opérations fluides et maîtrisées en Afrique centrale. Si on passe au slide d'après, là, on a posé des questions sur quelle technologie émergente prévoyez-vous d'adopter prochainement. Et donc, sans grande surprise, la réponse qui est sortie le plus, à 41%, elle tourne autour de l'intelligence artificielle. Et puis, si on ajoute l'intelligence artificielle générative, qui était à 20%, ça fait que 60% des répondants automatiquement répondent autour de l'intelligence artificielle. Nous pensons qu'il y a un effet de mode autour de cela. Par rapport à tout ce qu'on dit autour de l'intelligence artificielle, qui a cet effet qui fait qu'elle soit en pleine expansion et donc qu'elle est plébiscitée, qui est un engouement vers essayer d'adopter ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle dans ces métiers, sans forcément avoir des use cases qui soient bien clairs et bien chiffrés au jour d'aujourd'hui chez nos entreprises, de la manière dont ils pourront exploiter cette nouvelle technologie. De l'autre côté, il y a 27% des répondants qui ont quand même cité la robotisation des process, ce qu'on appelle la RPA, donc Robotic Process Automation, qui est contrairement à la robotisation des process industriels, ça veut dire sur une chaîne de production comme le ferait un industriel automobile ou un industriel at large, concerne plutôt la robotisation des processus administratifs, c'est-à-dire des fonctions que pourrait faire une personne, un employé, un cadre moyen devant son ordinateur, lié à de la comptabilité, lié à du recouvrement, lié à des tâches administratives qui pourraient être robotisées. Et il y a un intérêt fort pour ces nouvelles technologies qui permettent un gain indéniable de temps et une efficacité aussi bien qualitative que quantitative sur comment industrialiser des tâches répétitives administratives, avec un plébiscite à 35% au niveau du Maghreb de cette technologie de robotisation des processus. Ce paysage ne devrait pas aussi nous faire oublier les 21% des répondants que nous avons eus qui ne souhaitent faire recours à aucune technologie. Donc 1 sur 5 des entreprises questionnées n'ont pas tendance ou n'ont pas souhait ou n'envisagent pas d'investir en technologie. Et donc ainsi, cette méfiance envers les solutions IT est répandue sur la région, avec quand même plusieurs acteurs qui aujourd'hui ne mettent même pas encore un ERP. Et donc, parce qu'on connaît ce que ça implique un ERP en termes de formalisation, d'optimisation, de rigueur sur la manière de travailler. Donc, ça pose aussi une question sur aujourd'hui l'adoption des technologies d'une manière un peu globale et vers la nouvelle tendance d'aller vers de nouvelles technologies. Si on passe à la slide d'après. Alors, maintenant, sur ces aspects d'adoption de la technologie, sur quelle fonction ou aspect de votre métier vous allez le plus penser adopter ces technologies, et il en sort clairement que les deux aspects qui ont été le plus cités tournent autour du client ou du consommateur, donc avec une volonté d'améliorer la user experience, l'expérience client, ce qu'on appelle la SXO, mais aussi une meilleure analyse du comportement des consommateurs pour mieux répondre à sa demande et aussi pouvoir améliorer son expérience client. Donc cela va ensemble. Le troisième aspect qui sort est plutôt par rapport au forecast.
Donc, comment pouvoir avoir une meilleure prévision de la demande, une meilleure optimisation de la chaîne de valeur, de la supply chain, hein, ce qu'on appelle le SNO aussi, Sales and Operations, pour pouvoir mieux prévoir la demande. Et le quatrième est autour du suivi en temps réel de l'activité. Et donc, le commentaire que je pourrais faire là-dessus, c'est que tout ça tourne autour de la data, entre autres, et la bonne exploitation de la data. Si on veut parler de prévision de la demande, d'amélioration de l'expérience client, analyse du comportement des consommateurs, tout ceci sont des impacts d'une très bonne exploitation des données qui sous-entend qu'il faudrait qu'il y ait un investissement déjà bien fait en termes technologiques pour pouvoir capter la donnée sur des ERP, des bases de données, etc., afin de pouvoir ultérieurement pouvoir les exploiter à bon escient. Si on passe au slide d'après, et donc la bonne nouvelle en termes de RSE, c'est que on a vu que tous les participants, la quasi-totalité des participants qui ont été questionnés, mènent déjà des actions RSE. Et donc, en effet, bien qu'il n'y ait pas encore d'obligation de reporting en Afrique francophone des actions RSE, les entreprises ont intégré d'ores et déjà dans leur environnement écologique, social et sociétal les initiatives RSE. Et donc, culturellement, dans nos pays, ces entreprises sont perçues comme un contributeur au développement de la région et à sa prospérité. Et donc, c'est un élément qui bénéficie en termes de com, mais aussi directement à ces entreprises-là. Donc, les programmes de réduction des déchets et de recyclage sont les plus mis en œuvre, avec 44%, ce qui reflète une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux et une volonté de réduire l'empreinte écologique de l'activité des entreprises. Après, d'une manière générale, il existe quand même une réglementation de la gestion des déchets qui implique des obligations déjà en vigueur que les entreprises doivent respecter, mais ces initiatives avec des ONG, avec les stakeholders, avec tout l'écosystème, font que les programmes qui sont appuyés par les ONG ont recueilli 27% des réponses. L'utilisation des matières premières durables et éthiques ont été plébiscitées par 24% des répondants. Et puis, les programmes de bénévolat et de soutien communautaire récoltent 23% des réponses. Il y a une vraie dynamique qui commence à s'installer autour d'enjeux et des questions liées à l'RSE au sein de nos régions, ce qui est intéressant. Donc voilà pour cette deuxième partie autour des process et je repasse la parole à Rabeb pour la troisième partie. Oui, merci Hatem. Donc en ce qui concerne la stratégie d'investissement, dans notre troisième partie, nous avons commencé par interroger les dirigeants sur leur intention d'investissement dans leur pays pour l'année 2025. Et ce qu'on peut constater à partir de la slide, c'est que les réponses sont particulièrement optimistes et volontaristes. En effet, les conditions politiques, économiques, sécuritaires auraient pu freiner cette croissance. Au contraire, nous constatons que 97% des répondants souhaitent maintenir ou augmenter leur investissement. Les pourcentages entre les clusters sont presque similaires avec plus d'optimisme marqué au Maghreb. Ainsi, cela souligne que les entreprises s'inscrivent dans la durabilité du business et ne cherchent pas le gain immédiat au détriment de leur longévité. Dans une approche sectorielle, ce sont encore les entreprises de l'agroalimentaire qui affichent les intentions les plus importantes à hauteur de 79%. Alors que les entreprises de la distribution se limitent à 56%, et ces chiffres sont le corollaire des situations et niveaux de performance commerciale constatés dans la première partie pour chacun de ces secteurs. On passe à la slide suivante qui traite de l'évolution prévue de la conjoncture. En réponse à l'évolution prévue de la conjoncture, quel projet envisagez-vous de réaliser durant l'année 2025? Il y a 84% des entreprises qui vont se focaliser sur la croissance interne à travers la création ou l'ouverture de nouveaux points de vente, la mise en place de nouvelles lignes de production. En effet, l'évolution démographique soutenue
le développement des centres urbains et l'émergence progressive d'une classe moyenne sont autant d'éléments incitant à l'augmentation des capacités et la diversification. Par ailleurs, 64% des entreprises africaines envisagent des partenariats à l'étranger. Ceux-ci peuvent répondre à des besoins variables comme pour le financement, l'acquisition de savoir-faire, la technologie, les marques fortes et ainsi de suite. Et là, ce sont les pays d'Afrique centrale et australe qui sont les plus demandeurs, à hauteur de 80%. En outre, 41% des entreprises prévoient de mettre en place un programme de réduction des coûts, soulignant ainsi une attention particulière portée à l'optimisation de la rentabilité et l'efficacité dans un environnement économique parfois incertain. Et 22% des entreprises se concentreront sur une croissance externe à travers le rachat d'autres entités, les réseaux de franchise ou en créant des joint ventures. Cependant, nous notons que cette alternative n'est pas très sélectionnée par les dirigeants des entreprises en se comparant à la croissance interne et les autres projets d'investissement. Toutefois, ces dirigeants font face à des obstacles majeurs à l'obtention de financement, tels que les taux d'intérêt élevés, qui a recueilli 53% des répondants. En effet, la charge financière peut être très élevée, elle pourrait absorber le résultat d'exploitation. Le manque de soutien gouvernemental a été aussi cité par 46% des répondants. Le manque de garantie suffisante par 44% des répondants et bien sûr la complexité des procédures de demande de financement par 38% des répondants. Et ces défis freinent les investissements dans les projets promoteurs, en particulier dans ce secteur pour les PME et les entreprises en croissance. Finirons ainsi par la quatrième partie avec Hatem. Oui, très rapidement, merci. Alors, en ce qui concerne un peu la perception de la conjoncture, aussi bien sur le volet politique, économique ou social, donc d'un point de vue politique, comme attendu, la perception est beaucoup plus négative au niveau de l'Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest et au Maghreb, où plutôt 58%, donc presque 2/3 des répondants perçoivent la conjoncture plutôt mauvaise ou mauvaise en Afrique centrale, contre plus ou moins 30% au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, qui ressemble un peu ou qui va avec la conjoncture réelle, un peu les différentes tensions qu'on peut avoir dans quelques régions et quelques clusters en Afrique. Après, le deuxième point un peu qui émane de cette question-là, c'est que la perception négative de la conjoncture de la situation politique et son impact sur le business est beaucoup plus importante chez les acteurs de la grande distribution que chez les acteurs de l'agro-industrie ou de l'agro-business en gros. Et nous expliquons ça a priori par le fait que les entreprises du secteur agroalimentaire sont moins touchées généralement par les problèmes politiques, puisqu'on va toujours manger, quel que soit le cas, que les entreprises de distribution qui sont plus réservées et où la situation politique dégradée peut avoir un impact sur le trafic dans les magasins, l'affluence, etc. Donc voilà ce qu'il en ressort pour cette première question. Si on passe au slide d'après. Alors, sur la slide d'après, là, on est en train de discuter plutôt de la situation économique et sociale dans votre pays. Et il en sort aussi, encore une fois, que les réponses sont beaucoup plus dégradées au niveau de l'Afrique centrale que ce qu'on peut percevoir au Maghreb, en Afrique de l'Ouest. C'est la même tendance. Il y a néanmoins un vrai optimisme sur les situations économiques
au Maghreb, porté principalement par le Maroc, mais la Mauritanie aussi, avec un quasi-plébiscite vers une situation positive et bonne en Mauritanie, compte tenu, je pense, des gisements pétroliers qu'il y a eu sur les dernières années et une dynamique politique, commerciale, beaucoup d'investissements qui sont en train d'être faits en Mauritanie. La perception ou la situation est perçue comme plutôt bonne par 51% en Afrique de l'Ouest, elle l'est beaucoup moins en Afrique centrale. Si on passe à la au dernier slide, et donc en termes d'évolution du climat d'investissement courant l'année 2025, si on va vraiment la tendance de dire ça s'améliore réellement, donc ce qui montre un peu le trend du growth et puis de l'évolution du climat, c'est en Afrique de l'Ouest où il y a le plus d'engouement. A clairement plébiscité que le climat d'investissement devrait s'améliorer fortement en 2025. Il reste assez positif au Maghreb aussi, avec 78% des répondants comme le pressentant s'améliorer légèrement. Et donc, plutôt la moitié au niveau de l'Afrique centrale, le percevant comme inchangé ou se dégradant. Donc, ceci peut se traduire quelque part aussi par le trend du growth, où il reste à un chiffre probablement assez timide, réservé au niveau du Maghreb, mais positif. Des chiffres beaucoup plus importants au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest, ce qui implique une perception de l'investissement beaucoup plus forte et tendanciellement, et puis une situation plus mitigée au niveau de l'Afrique centrale. Alors, ce slide est assez intéressant. La question était par rapport aux préoccupations majeures actuelles des acteurs. Et il est clair que la réponse qui est sortie le plus, une sur deux, tournait autour de l'accès au financement classique. Et donc là, ce qui intègre notamment la maturité du secteur bancaire, la facilité d'accès au crédit, les différentes formes de financement alternatifs aussi qu'il peut avoir, etc. Le deuxième point de préoccupation reste quand même la fluctuation des prix et la disponibilité de la matière, notamment la matière première. Le troisième, à 35% des répondants, ont cité la dégradation de la situation économique, principalement en Afrique centrale, beaucoup moins en Afrique de l'Ouest. Et puis, à 30%, la pression de la charge fiscale, qui est un élément qui apparaît beaucoup plus important au niveau du Maghreb. Il est un peu moins quand même en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Voilà, merci beaucoup. Merci Rabeb et Hatem pour tous ces insights vraiment très riches. Merci à tous les deux. Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat et que nous essaierons d'y répondre à la fin du webinaire. Je signale aussi que le rapport dans son intégralité sera partagé sur les réseaux sociaux de EY et vous sera particulièrement envoyé aussi à la suite de ce webinaire. Donc, vous allez pouvoir approfondir encore plus la lecture. Donc, nous passons à la deuxième partie de ce webinaire et nous allons commencer avec Bagoré Batili. Alors, Bagoré, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Absolument. Parfait. Absolument. Donc, bonjour Bagoré. Donc, je rappelle que Bagoré est basé au Sénégal. Il est le directeur général de la laiterie du Berger, qui est une centrale laitière qui produit et commercialise des produits laitiers au Sénégal sous la marque Dolima. Voilà, donc Bagoré, bienvenue parmi nous dans le cadre de ce webinaire. Je vais commencer par vous poser une première question qui sera d'ailleurs commune aux différents panélistes. À la lecture du baromètre, quels sont les points qui ont le plus attiré votre attention, sur lesquels vous souhaiteriez réagir? Bon, c'est un exercice d'abord que j'ai trouvé très intéressant. On manque de données de ce type, quoi, hein, d'index ou d'éléments qui permettent de nous situer.
par rapport à des entreprises comparables ou au secteur dans notre géographie. Donc d'abord, ça, c'est un élément à saluer. Ensuite, ce qui m'a le plus touché, je trouve, bon, la laiterie, c'est une société qui a 17 ans aujourd'hui, et donc qui est peut-être une des pionnières dans la volonté de construire une filière de bout en bout. Donc là, ça constitue un projet social en plus du projet économique. Bon, peut-être qu'on est un peu pionnier là-dessus, mais ce qui m'a beaucoup touché dans le baromètre, c'est le lien que font aujourd'hui les dirigeants des entreprises avec la situation non seulement macroéconomique du pays, mais disons la situation la stabilité, hein, les questions géopolitiques, la stabilité, la conjoncture sociale, ça, c'est des points vraiment aujourd'hui de préoccupation et on sent qu'ils sont pris en compte dans la réflexion des dirigeants. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport aux insights que j'avais perçus au début de l'histoire de mon entreprise. Voilà. Une autre chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est à la fois la conscience manifeste des difficultés, des risques, du côté, enfin, des conjonctures quoi, qui peuvent exister et qui rendent le pilotage à court terme difficile. La coexistence de cela, donc plutôt des éléments de réserve, on attend des gens sur la défensive, et pourtant, un optimisme, un vrai optimisme en disant non, il y a de la croissance. Donc à long terme, au-delà de ces chocs qui sont attendus et qui vont impacter la gestion à court terme, on sent qu'il y a vraiment de l'optimisme. On rappelle les leviers puissants de cet optimisme, quoi. La croissance du marché, les intégrations, la technologie, les gains de productivité dans les opérations, etc., etc. Voilà. D'accord, super. Donc, malgré des difficultés qu'on peut avoir à aujourd'hui, restons optimistes et projetons-nous sur les années à venir qui vont apporter probablement plus de croissance et de développement et de maturité. C'est ce qu'on espère aussi pour les entreprises africaines. Donc maintenant, on va plutôt zoomer sur votre activité d'industriel, donc avoir un peu votre retour d'expérience parce que finalement, vous êtes une entreprise comme celles qui ont répondu au baromètre. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre perception de la situation commerciale, opérationnelle, financière de la laiterie du Berger et quels sont les projets que vous avez activés pour avancer et pour développer votre business? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Donc, c'est ce retour d'expérience qui nous intéresse. Ouais, très bien. Bah, écoutez, donc moi, la laiterie du Berger est au Sénégal, donc en Afrique de l'Ouest et au Sénégal. Donc, pour moi, le baromètre est très représentatif hein, de notre situation, de notre économie à nous, notre microéconomie. Du point de vue commercial, c'est vraiment ce qu'on a dit. Donc, au Sénégal, il se trouve qu'on a non seulement eu, comme tout le monde, hein, le Covid, la guerre en Ukraine, mais juste après, on est rentré dans une crise préélectorale. Il y a un an, on a eu des élections au Sénégal et avant ces élections, il y a eu 2 années de troubles très importants. Bon, le nouveau gouvernement qui est arrivé au pouvoir a trouvé une situation finalement plus dégradée que ce qui était annoncé. Il y a beaucoup plus de dettes et donc on a des problèmes aujourd'hui pour des problèmes de quasi-surendettement, de dégradation de notre note. Le gouvernement lui-même a un déficit plus élevé, il y a des problèmes de liquidité au niveau du gouvernement et des entreprises. Donc, bon, le pouvoir d'achat, tout ça se ressent finalement sur le pouvoir d'achat qui a vraiment beaucoup souffert là dans les derniers 24 mois. C'est sensible, beaucoup d'entreprises formelles déclarent être en décroissance. Et puis, donc, comme on voit dans le baromètre, au profit d'offres informelles, peut-être un peu moins qualitatives, mais qui coûtent moins cher. Et donc, quand les gens ont moins d'argent, ils vont vers ces offres-là.
Voilà, donc au niveau commercial, on voit ça. On voit que c'est pas des années où il y a vraiment une croissance qui est facile à trouver. On sent qu'il y a un potentiel de croissance, mais il faut vraiment aller le chercher, hein. Ça aussi, c'est donc les stratégies un peu décrites dans le baromètre, donc l'augmentation de la distribution, la revue peut-être du portefeuille produit pour s'adapter et faire des produits plus affordable, même si ça met du temps, bon, l'expansion géographique. Donc tout ça, ce sont des leviers en effet qui me parlent beaucoup. Bon, encore une fois, nous pensons que c'est conjoncturel, que cela va se stabiliser. Ça va mettre peut-être un an dans le cas du Sénégal, et puis ça devrait repartir parce qu'il y a des perspectives quand même de croissance de la classe moyenne au Sénégal et dans les pays voisins, qui sont nos cibles. Au niveau des opérations, bon, comme toutes les entreprises qui restent relativement jeunes, nous on est industriels, donc on a une chaîne depuis la collecte en amont, la collecte de lait, la transformation industrielle, la distribution, c'est assez intégré. On a beaucoup cru, donc on a une croissance très rapide et on est relativement jeune. Donc, il nous reste beaucoup d'options d'optimisation en interne. On parlait de ERP. Nous, on a mis en place un vrai ERP il y a 2-3 ans. Donc, bon, les fruits de cet investissement, par exemple, restent à aller chercher encore, hein. Tout n'est pas acquis avec ce passage au nouvel ERP. Et puis, bon, il y a différents processus, en tout cas, que nous pouvons rationaliser encore en interne, différentes poches de productivité qui deviennent prioritaires là. Donc, en effet, ça me parle aussi beaucoup, hein, des éléments qui ont été cités, et essentiellement un meilleur renseignement des données clés dans nos processus et des décisions plus ciblées grâce à l'analyse de ces données. Et enfin, je dirais que sur la stratégie d'investissement, c'est là où c'est là, je pense, où c'est difficile. C'est peut-être d'ailleurs indicatif, disons, de la miss opportunity un peu permanente qu'on a pour l'industrialisation de l'Afrique, c'est-à-dire que cette conjoncture du présent qui fait qu'on n'arrive pas à se projeter, à faire des plans fiables. Il y a tellement d'hypothèses, il y a tellement de scénarios possibles que c'est difficile d'avoir un plan solide à moyen terme, à cause du présent qui tremble trop pour qu'on y voit clair. Ça crée, disons, un retard dans les prévisions, dans les travaux de projection, et donc dans la capacité à faire les investissements qui permettront vraiment de saisir les opportunités de croissance, même quand on les a identifiées, globalement. Donc, voilà. Nous, dans notre cas, on a maintenu nos projets d'investissement, malgré la conjoncture, et malgré les problèmes de levée de fonds qu'on a. On est en train de monter une nouvelle usine, notamment, pour doubler nos capacités, grosso modo. Et là, bon, donc là aussi, je confirme tout ce qui a été dit dans le baromètre, hein, la difficulté pour lever de l'argent, pour faire des investissements de ce type, avec l'écosystème de financement existant dans nos géographies. Voilà. Ben, c'est très clair, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que malgré les difficultés que vous mentionniez, il y a toujours cette intention d'aller plus loin, de continuer à développer, d'où ce projet de nouvelle usine dans lequel vous vous êtes lancé. Alors, moi, je voulais qu'on échange aussi sur un sujet qui est très particulier à laiterie du Berger, qu'on avait eu l'occasion de discuter ensemble précédemment. C'est ce très beau modèle que vous avez réussi à construire avec les petits éleveurs, donc en vous basant sur la technologie et la digitalisation pour créer vraiment une filière complètement digitalisée et faciliter la vie aussi de ces petits agriculteurs sénégalais. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est vrai. Ça aussi, c'est indicatif je pense, de ce que peut faire la technologie dans nos écosystèmes. Alors nous, notre agriculture est très traditionnelle, familiale. En Afrique de l'Ouest, enfin reste majoritairement en tout cas familiale, avec des tout petits volumes produits par agriculteurs. Et donc ça, c'est difficile de faire le lien entre ces petits agriculteurs-là et les industriels. Donc, dans le cas du lait, pour nous, là, la moyenne, on a environ 3500 éleveurs et la moyenne journalière produite, c'est 5 litres, un peu plus de 5 litres. Donc c'est vraiment très faible. Donc, c'est difficile d'organiser un réseau avec des si petits flux.
y a beaucoup d'opérations et il y a peu de flux. Et donc, sans digitaliser tout ça, si on n'avait pas réussi à identifier ces éleveurs avec des QR codes, enregistrer toutes les transactions directement via des applications mobiles, faire les paiements via le mobile money à la fin du mois, et puis même avant la fin du mois, permettre à ces éleveurs, avec leur identifiant, et sur la base du lait qu'ils ont déjà fourni pendant le mois, d'aller acheter de l'aliment de bétail dans des dépôts. Donc, ils puissent avoir quand même une espèce de crédit qui est lié au lait qu'ils ont déjà livré, qui leur permet d'acheter les intrants. Bon, si on n'avait pas fait tout ça, si on était resté à des techniques plus écriture, etc., on n'aurait jamais pu passer à l'échelle. Ça marchait avec 200, 300, 500 éleveurs et beaucoup de comptables et beaucoup d'erreurs derrière. Et ça n'aurait jamais pu marcher avec 3000, etc. Alors aujourd'hui, ça peut vraiment continuer à croître. Finalement, ça ne coûte pas plus cher de collecter du lait chez 10 000 éleveurs, en traitement en tout cas. Il n'y a que la logistique qui nous coûte de l'argent, mais le traitement est aujourd'hui simplifié et rendu beaucoup plus puissant par la digitalisation. Et on a le même process finalement en aval, parce que la distribution également dans nos pays, elle reste détenue par les toutes petites boutiques. Hein. La grande distribution a une faible part de marché. Au Sénégal, ça doit être de l'ordre de 15-20%. Donc le business se passe dans les petites boutiques, et là aussi, c'est des petits flux, et c'est des commerçants informels. Donc, on n'a pas les datas, etc. Or, quand on digitalise, quand on identifie les points de vente, on peut avoir les données de vente par point de vente, etc. On peut avoir un historique. Et donc, tout ça permet de rendre, donc non seulement de renforcer les opérations, fiabiliser les opérations, y mettre des processus plus puissants, comme on a vu tout à l'heure, l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire des prévisions fiables de production sur la base des flux à venir, parce qu'on peut avoir tous les flux passés en mémoire. Et en plus, ça permet d'être quand même compétitif, disons, efficace économiquement, alors qu'on fait des toutes petites transactions. Voilà. Super, c'est vraiment une très belle histoire qui est très intéressante et inspirante. Merci beaucoup, Bagoré. Alors, pour finir très rapidement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour les prochaines années? Ben, bizarrement, que le Sénégal reste en paix, voilà, et que on gère mieux notre déficit et que le gouvernement réussisse à se financer. Mais franchement, je pense que il y a une telle opportunité de marché, en réalité. Il y a une telle opportunité de marché aujourd'hui. Il y a des talents locaux aujourd'hui qui sont disponibles. Le financement, c'est bien sûr pas terrible, mais tout ça s'améliore quand même. Donc, je pense que le risque numéro 1 dans nos pays, pour voir émerger des vrais champions régionaux, des entreprises de grande taille qui peuvent structurer un secteur, hein, et créer beaucoup d'emplois, parce que c'est ce qu'il faut en retour pour que nos pays soient en bonne santé. Alors, le risque numéro 1, c'est réussir à rester stable, quoi. Donc, paradoxalement, il faut le secteur privé et le secteur public sont vraiment complètement interdépendants. Tout à fait. Merci beaucoup, Bagoré, pour votre retour d'expérience. Nous allons enchaîner avec Mohamed Aziz Roufi. Aziz est directeur du développement du business au sein du groupe Faderco en Algérie. Alors, je rappelle que le groupe Faderco est un groupe actif dans l'industrie et leader de son marché dans l'industrie du papier et de l'hygiène corporelle, avec des marques fortes comme Kotex, Bimbiz, Awan. Donc, nous sommes très heureux d'avoir Aziz avec nous. Alors, Aziz, est-ce que tu nous entends? Oui, parfaitement. Je suis avec vous. Parfait. Super. Donc, Aziz, même question pour vous. De votre point de vue, quelle lecture vous faites de ce baromètre et quels sont les insights qui vous ont le plus interpellé? En fait, il y a 4 points majeurs qui ressortent, à mon avis, par rapport au baromètre et à l'étude. Le premier, c'est le climat généralement positif, même si on voit quelques variations entre les différentes régions, mais je dirais que dans l'ensemble, le climat reste assez positif, avec des intentions d'avancer qui sont quand même assez fortes, surtout pour les industriels. La distribution, c'est un autre cas de figure.
Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à des entreprises qui sont conscientes que leur développement passe aussi par une intégration dans leur écosystème. C'est-à-dire qu'on voit une réflexion RSE, même s'il n'est pas aujourd'hui ni exigé, ni par la norme, ni par des textes de loi, mais il y a une réelle intention aujourd'hui d'être partie prenante de l'évolution de l'écosystème de ces entreprises-là. Les deux autres points qui sont très importants, c'est qu'il y a une prise de conscience des enjeux logistiques. Malheureusement, le continent, je pense à tous les points, on reste dépendant aujourd'hui de l'importation de plusieurs intrants qui nous permettent aujourd'hui de réaliser nos industries. Et cet enjeu-là, on est très dépendant de l'activité mondiale, puisque, in fine, nous ne représentons pas une grande partie de la logistique mondiale. On l'a vécu fortement dans l'année 2022, 2023. On a eu un répit en 2024, fort heureusement. Là, ça reprend un peu dernièrement, donc ça reste un enjeu quand même assez fort. Et le dernier, c'est l'apport de la technologie. On est tous conscients aujourd'hui que si on veut évoluer, ça part par un système d'information qui soit fort et une évolution de l'information ou du système de collecte de l'information. Je pense que la plupart des personnes étaient heureuses de voir qu'il y a un baromètre pour les entreprises aujourd'hui en Afrique francophone déjà dans un premier temps, parce que la chose avec laquelle on est en train de se battre tous les jours, c'est l'information, la disponibilité de l'information et la capacité aujourd'hui de construire un modèle, je dirais par pays dans un premier temps, régional et par la suite continental. Bon, c'est trop dire, mais au moins régional. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir le faire. Donc, le fait qu'on commence à collecter de l'information et à mettre en place des systèmes aujourd'hui qui nous permettent de prendre des décisions, c'est déjà un point très important. Voilà. Ça, Quelque part, c'est un points signe de maturité, effectivement, de lancer ce type d'études aussi. Certainement, certainement. Je pense qu'il y a 5 ans, si on avait fait ça, je pense en 2019, ça n'aurait pas donné les mêmes résultats, certainement. Voilà, très bien. Donc maintenant, on va passer à la deuxième question, un peu similaire à celle que j'ai posée précédemment à Bagoré, sur votre retour d'expérience d'industriel, de groupe leader d'une taille significative sur le marché algérien, marché qui lui-même est un marché qui est important. Donc, pouvez-vous nous en parler un peu plus de votre perception aujourd'hui avec un œil critique, on va dire, par rapport à la situation commerciale, opérationnelle, financière du groupe dans son ensemble, et peut-être aussi donner des éclairages ou des bonnes idées sur quels sont les types de projets qu'on peut mettre en place pour assurer la réussite, une réussite aussi belle que celle du groupe Faderco en Algérie. Alors, l'idée de base, c'est que bon, c'est un groupe qui a aujourd'hui 40 ans, donc ça veut dire qu'il a eu le temps de maturer, de se développer. Nous sommes dans un marché aujourd'hui qui est fort heureusement pour nous en pleine croissance, puisqu'on est parti sur des taux de pénétration assez faibles. Mais l'idée de base, c'est toujours mettre le consommateur au cœur de la stratégie de l'entreprise. Ça veut dire que notre point de départ aujourd'hui, c'est à qui on s'adresse, les insights de nos consommateurs et ses attentes. Et on travaille beaucoup aujourd'hui à assurer aujourd'hui le meilleur produit, la meilleure disponibilité pour ce consommateur-là. On a adossé à cette bonne compréhension du marché et à ce travail-là très approfondi un développement industriel très fort. Ça veut dire que nous sommes généralement sur un investissement quand même assez soutenu depuis bientôt 10 ans, qui nous permet aujourd'hui d'offrir des produits de qualité. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'offre simplement, mais une offre de qualité et qui répondent aux attentes de nos marchés à nous. Et un point, je dirais, très important pour un pays comme l'Algérie, qui est un pays très, très, très grand, très vaste, où nous sommes sur des distances de plus de 2000 km entre le nord et le sud, c'est une RTM très forte. On n'est pas dans un marché de grande surface ou de key account, on est essentiellement un marché de trading classique. Et sur ça, on a mis en place une RTM très forte qui nous permet au moins de gérer plus de 65% de l'univers de manière directe, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir cet apport-là. Donc l'investissement, je dirais, ou la philosophie globale du groupe se base sur le consommateur, et on s'assure aujourd'hui que les produits sont disponibles à temps réel. Et tout ça est géré par un système d'information qui est fort, qui permet aujourd'hui d'avoir l'information réelle de tout ce qui se passe sur le terrain, puisqu'on est connecté intégralement de la partie industrielle en amont jusqu'à la partie commerciale, et une supply qui doit être très forte. Voilà, ça c'est, je dirais, les piliers.
C'est pas un travail très simple, ça nécessite en fait une construction d'un modèle qui est différent parce que quand on a commencé l'aventure, il n'y avait pas de modèle disponible qui nous permettait. On a essayé d'un peu de s'inspirer de pays d'Amérique du Sud, parce que les Européens, c'est très différent, les pays du Moyen-Orient, c'est très différent. Mais au final, on a fini par construire aujourd'hui notre propre modèle. Et ça nous permet aujourd'hui alhamdoulilah, de bien se situer sur le marché local et d'atteindre une taille qui nous permette de vraiment être dans le confort de continuer à nous développer. Un dernier point, c'est que la continuité du travail est un point fondamental. Ça veut dire que suivre l'évolution des attentes du consommateur est un travail en continu. C'est-à-dire qu'il faut soutenir un rythme d'innovation aujourd'hui pour rester toujours avec des marques en termes d'appréciation et de choix, toujours on top of mind. Voilà. Voilà, bah, parfait. Bah, effectivement, donc on retient qu'il y a vraiment le commerce et le commerce pour commencer, parce que il faut d'abord bien comprendre et connaître le client, ensuite être capable de l'atteindre. Et ça, c'est un enjeu qui est réel sur l'ensemble des pays de la région, parce qu'effectivement, une part du secteur du retail qui est en train de se développer, mais qui reste minoritaire par rapport à une population qui se trouve aussi dans des zones reculées, dans des villes qui sont plus petites, en dehors des capitales. Et derrière, une fois qu'on a le commerce qui est là, ben, on met en place toutes les structures qui permettent de l'appuyer et d'être performant. Donc, Aziz, aujourd'hui, le groupe Faderco a des ambitions qui vont au-delà du marché algérien. Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler un peu sans rentrer dans des choses très confidentielles? En préparant un peu cet événement, vous m'avez dit une phrase qui, moi, m'a interpellée. Vous m'avez dit, quand on est isolé et dispersé, chacun dans son pays, nous sommes vulnérables. Aujourd'hui, on doit lutter contre cette vulnérabilité, donc je vous laisse nous en parler. Je pense que effectivement, en fait, aujourd'hui, c'est quelle intégration on doit aller chercher. Il est certain qu'aujourd'hui, on est arrivé, du moins sur le segment d'hygiène, je dirais qu'en Afrique du Nord, on est arrivé à avoir des champions dans chacun des pays, c'est très fort. C'est des champions locaux qui sont en train aujourd'hui d'être en compétition avec les groupes internationaux. Donc, le modèle change et la donne change. Sauf que, au bout d'un certain moment, ce modèle-là devra évoluer. Son évolution logique, c'est une évolution plutôt géographique. Sa recherche d'intégration ou vers où doit aller, où doit évoluer ce modèle-là, il est certain qu'on doit trouver le meilleur modèle aujourd'hui pour nous intégrer. Certainement qu'on n'a pas comment dire ça, qu'on n'aura pas le développement qu'ont eu des multinationales dans différents pays avec un modèle global ou un modèle international. Nos modèles régionaux avec une bonne connaissance des spécificités, vraiment une bonne compréhension du consommateur de nos régions à nous, une intégration réelle, je dirais, dans notre écosystème, un peu partout, ce qui reviendrait par un gain pour tout le monde, aussi bien consommateurs que les entreprises. Et ce modèle-là, forcément, les 10 prochaines années, ça va être construit petit à petit. On verra émerger des groupes qui pourront aujourd'hui devenir non plus des groupes nationaux, mais des groupes sur les régions, et qui permettra aujourd'hui d'avoir comment dire ça, un vrai avantage industriel et un vrai avantage aujourd'hui concurrentiel, et des modèles qui sont pérennes, parce que c'est des modèles locaux et c'est des modèles aujourd'hui qui ramènent de la valeur pour nos pays à nous. Ah bah super. Donc, dernière question rapidement sur ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années. En fait, qu'on puisse aujourd'hui achever notre plan d'intégration, parce qu'il y a un autre point que j'ai omis d'en parler au début. Si on veut réussir aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir beaucoup d'autonomie et être capable de nous gérer nous-mêmes. La dépendance qu'on a, qui est aujourd'hui essentiellement liée à la matière première, nous, dans le groupe Faderco, on a pris conscience de ça depuis depuis 2015. On a commencé l'intégration dans le papier. On est en train aujourd'hui de nous développer aussi en intégration sur les autres pour permettre quoi? Permettre d'avoir un opérateur aujourd'hui qui puisse maîtriser ses coûts et se développer sans avoir à subir les fluctuations de manière forte et frontale du contexte international. Donc, ça, c'est l'aventure sur laquelle maintenant le gros virage du groupe j'espère qu'on pourra le faire de manière forte. Ça permettra d'avoir un modèle qui, je l'espère, pourra aussi servir à d'autres entreprises. Voilà.
Très bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Aziz, Merci pour à votre vous. intervention. Merci pour votre Merci. témoignage. Alors, ça me fait une très bonne transition pour aller vers notre troisième intervenant, puisqu'on va aller dans un pays producteur de coton, justement, qui est l'une des matières premières utilisées par les industriels du papier et de l'hygiène. Donc, nous allons aller vers le Bénin avec Monsieur Letonji Béton, qui est directeur général de CIPI. Alors, CIPI est l'entreprise qui gère le développement de la zone industrielle GDIZ dans la périphérie de Cotonou. Et donc, c'est un partenariat public-privé entre l'État du Bénin et le groupe Arise EIP. Est-ce que, monsieur Béton, est-ce que vous m'entendez? Très bien, je vous reçois très bien, merci. Parfait. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Nous allons, je vais vous poser la même question, à savoir de votre point de vue dans cette activité de développeur industriel, dans la dynamique aussi du Bénin, économique que vit le Bénin actuellement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le baromètre? Alors, moi, ce que j'ai retenu le plus dans le baromètre, c'est le fait que la plupart des chefs d'entreprise restent toujours optimistes, malgré l'instabilité politique et économique et les défis sécuritaires qui sont aujourd'hui présents en Afrique. Et donc, en regardant le baromètre, on voit que 97% des chefs d'entreprise souhaitent maintenir, nonobstant cette situation de crise, maintenir leurs investissements et même les augmenter. Mais cependant, il y a eu quand même un certain nombre de points, notamment 4 points sur lesquels ces chefs d'entreprise sont revenus, notamment l'accès au financement, qui est toujours difficile. Ça, c'est le premier point, avec 54%. Les prix des matières premières, la dégradation de la situation économique et la pression fiscale. Donc, nous avons un contexte où les chefs d'entreprise sont optimistes, mais estiment qu'il y a un certain nombre de difficultés, notamment en ce qui concerne l'accès au financement. L'autre point qui a retenu mon attention, c'est le fait que ces chefs d'entreprise veuillent focaliser leur expansion en interne, pour la plupart, 84%, et 64% sur des partenariats à l'étranger. Donc ça, déjà aussi, c'est très important. Et également, le dernier point, c'est le fait que la plupart de ces chefs d'entreprise sont également favorables à l'adoption des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, mais aussi la robotisation des processus. Voilà un peu ce que j'ai retenu en général de ce baromètre, que je trouve très intéressant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons parler justement. Alors, dans le baromètre, il y a un fait qui est intéressant, c'est que on sait qu'aujourd'hui, le développement aussi de ce secteur de la grande consommation, en particulier de l'agroalimentaire, passera par une plus forte transformation des produits, notamment agricoles, dans les pays. Ce qui veut dire qu'on doit chercher à capter un maximum de la chaîne de valeur et ne pas exporter nos produits en brut. Les produits qui sont une richesse certaine pour le continent, mais sur lesquels on peut intervenir d'une façon plus proactive. Et c'est vraiment dans une des logiques derrière la mise en place, je pense, du projet de la GDIZ. Donc, je vais vous laisser nous présenter ce projet et nous dire un peu comment s'est fait la genèse et où est-ce que vous en êtes. Très bien, merci. Vous avez raison. Effectivement, aujourd'hui, la plupart des pays africains sont dans une phase où ils sont en train de passer à la transformation de leurs matières premières agricoles. Alors, au Bénin, vous savez, en 2016, il y a eu un changement de gouvernement et nous avons eu un nouveau président qui a estimé qu'il fallait désormais engager la transformation structurelle de notre économie. Et cette transformation structurelle passait par l'industrialisation. Et donc, le Bénin est un pays qui produit énormément de matières premières agricoles, notamment le coton. Le Bénin est aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique. Nous produisons également les noix de cajou. Le Bénin est 7e producteur, le karité 4e producteur mondial, le soja, etc. Et donc, tous ces produits agricoles ont toujours été vendus à l'exportation à l'état brut.
Et donc, à partir de 2016, nous avons décidé de transformer ces matières premières agricoles et également de substituer les produits d'importation, tels que les médicaments, l'huile végétale, les vêtements, etc. Et donc, c'est ça qui nous a conduit à mettre en place la zone économique spéciale de Glodigué, qui est une joint venture entre la République du Bénin et le groupe Arise, comme vous l'avez si bien dit. Le groupe Arise est spécialisé dans le développement de zones économiques spéciales. Le groupe a développé plusieurs zones économiques spéciales, dont la zone économique spéciale de Nkok au Gabon, qui est spécialisée dans la transformation du bois. Aujourd'hui, ce groupe a 4 zones qui sont déjà opérationnelles, notamment au Gabon, au Bénin, au Togo et au Tchad, et 9 autres qui sont en cours de construction en RDC et dans un certain nombre de pays. Encore, le projet du Bénin est très avancé. Donc, la zone du Bénin couvre une superficie de 1640 hectares. Et nous avons déjà développé la première phase qui couvre une superficie de 400 hectares. Et sur ces 400 hectares, aujourd'hui, nous avons 36 investisseurs, dont 15 sont déjà opérationnels. Nous avons des unités intégrées de textile, 3 unités intégrées de textile. Donc, quand on parle d'unités intégrées de textile, on parle de filature, de tissage, de tricotage, de teinture et de confection de vêtements. Donc, ces 3 unités intégrées de textile transforment à peu près 40 000 tonnes de fibres, ce qui représente 12,7% de la production de fibres au Bénin. Nous avons également des unités de transformation de noix de cajou. Nous en avons 5 qui transforment à peu près 120 000 tonnes de noix de cajou, des unités de transformation de soja. Nous avons une unité de fabrication de produits pharmaceutiques. Nous avons une unité de fabrication de perruques, une unité de fabrication d'emballage. Donc, aujourd'hui, nous avons au total une quinzaine d'unités qui sont opérationnelles et désormais, le Bénin a amorcé vraiment sa phase d'industrialisation. L'idée, c'est vraiment de transformer tout ce que nous produisons comme matières premières agricoles sur les 5 à 7 prochaines années à venir. Aujourd'hui, c'est 40 000 tonnes de fibres, mais l'idée, c'est qu'entre les 5 à 7 prochaines années à venir, que nous puissions transformer tout ce que nous produisons comme fibre. Il nous faut à peu près un investissement de 3,6 milliards de dollars et à peu près 28 autres unités additionnelles intégrées de textile. Donc, voilà un peu ce qui se passe actuellement ici au Bénin. Nous avons résolument choisi cette voie parce que on ne peut pas se développer en continuant à exporter les matières premières à l'état brut, parce que en les transformant, vous créez de la richesse et des emplois. Aujourd'hui, nous avons 14 000 personnes qui travaillent dans cette zone et avant la fin de cette année, nous serons à peu près à 35 000 autres personnes parce que nous avons de nouvelles unités qui s'ouvrent tous les jours. Voilà. Donc, moi, je suis très optimiste en ce qui concerne ce qui se passe au Bénin et je pense que je suis optimiste pour le continent. Je pense que le plus important, c'est que nous puissions continuer la transformation de nos matières premières, mais aussi augmenter le commerce intra-africain, hein, parce que les besoins de consommation en Afrique aujourd'hui ne sont pas satisfaits par nous-mêmes, parce que nous sommes obligés d'importer la plupart des produits que nous consommons en dehors du continent, malgré le fait que nous ayons à notre disposition les matières premières à transformer. Voilà. Voilà, effectivement, très bel exemple de développement industriel qui est en train d'être fait au Bénin. Pour avoir eu la chance de visiter justement la GDIZ avec vous, je peux témoigner de la qualité du projet, de son ampleur, et c'est vraiment un beau projet qui a été développé pour l'ensemble de la région. Donc, je vais finir avec vous avec la question sur qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années et pour CIPI, la GDIZ. Alors, ce qu'on souhaite pour les prochaines années, c'est de continuer le développement de l'activité industrielle au Bénin et également pouvoir avoir accès au marché en Afrique parce qu'aujourd'hui, il y a toujours quelques difficultés malgré le fait qu'il y ait la ZLECAf. Nous avons des difficultés en ce qui concerne des barrières douanières qui existent toujours. Hein. Vous prenez un pays comme le Bénin, parfois c'est plus difficile de vendre au Nigeria
que de vendre en Europe ou aux États-Unis. Donc, tout ça, ce sont des difficultés qu'il faut que nous puissions lever et également travailler sur tout ce qui est chaîne de transport et logistique. Hein, c'est développer. J'ai vu dans votre rapport que la plupart des chefs d'entreprise souhaitent développer, s'étendre en interne et également s'étendre à l'international. Donc, tout ça, ce n'est pas possible si nous n'avons pas des chaînes de transport et de logistique qui sont fiables. Voilà. Donc, moi, ce sont vraiment mes souhaits pour les prochaines années à venir. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous devons travailler, notamment l'accès au financement, le développement de l'activité industrielle, le renforcement du commerce intra-africain et le renforcement des chaînes de transport et logistique sur le continent. Voilà un bon carnet de commandes en termes de projets pour l'ensemble de la région. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Béton, pour votre intervention. On vous souhaite beaucoup de succès pour le Bénin et pour la GDIZ. Nous allons maintenant enchaîner avec Harry Lanza de Madagascar. Harry, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Ah bah c'est parfait, on a une bonne connexion alors. Okay. Très bien. Donc Harry Lanza est directeur général de Madagascar Agricultural, donc basé au Madagascar. Il a une double activité en fait, à la fois une activité d'exploitant agricole, mais aussi de mise en place d'une solution, d'un projet technologique qu'il est en train de proposer pour les agriculteurs à Madagascar. Donc on est ravis de vous avoir avec nous. Donc même question sur ce qui vous a le plus interpellé dans le baromètre. Alors déjà, par rapport au baromètre, on se retrouve très bien. C'est très représentatif de ce qui se passe par rapport à la crise globale, par rapport aux défis auxquels nous, les chefs d'entreprise, on fait face, par rapport à vraiment les tendances générales. Donc, on se retrouve vraiment dans votre baromètre des entreprises. Ce qui m'a surtout interpellé, c'est principalement 3 points. Déjà, on parle de digitalisation. Et oui, c'est vraiment la tendance actuelle. Et nous, personnellement, enfin moi personnellement, je soutiens cette démarche vers la digitalisation. Dans mon secteur, le secteur de l'agriculture, mais je pense que ça va être la même chose sur l'ensemble des secteurs. C'est parce que la digitalisation, c'est vraiment c'est une réponse vers les défis, c'est une réponse face aux défis futurs. Ça a été dit aussi tout à l'heure dans la présentation. Alors, on parle de digitalisation et la digitalisation a besoin d'une ressource principale, sa ressource de base, c'est la donnée. On en a parlé tout à l'heure. Pour pouvoir faire toutes ces intelligences artificielles, intelligence générative et tout ça, on a besoin d'énormément de données pour travailler dessus. Et à part avoir la donnée, il faut aussi savoir utiliser la donnée. Ça a été dit tout à l'heure qu'il faut investir dans la donnée. Et sincèrement, nous, on soutient cette idée d'investir dans la donnée, vraiment dans l'optique d'améliorer la situation de la digitalisation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on se tourne vers l'avenir, pour nous, la digitalisation, c'est une phase incontournable du développement et spécifiquement du développement d'une entreprise. Peut-être un petit détail aussi par rapport au baromètre. On a parlé des stratégies d'investissement des entreprises. On a parlé des partenariats étrangers. Ça nous a beaucoup parlé. Ça nous parle vraiment, le partenariat étranger, parce que faut savoir que Madagascar, c'est un petit marché. Pour comparaison, Madagascar, c'est à peu près 600 000 km² avec 25 millions d'habitants. À côté, la France, c'est à peu près aussi 600 000 km² avec 68 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment
un petit marché Madagascar avec une population avec un pouvoir d'achat faible, hein, faut pas se voiler la face. Donc, nous, pour une stratégie d'expansion et de développement pour les entreprises comme nous à Madagascar, la solution, c'est de se tourner vers l'étranger, donc vers l'exportation. Donc, sincèrement, par rapport à votre baromètre, c'est très représentatif, c'est très bien travaillé. Voilà, je pense. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous voyez de votre position un peu de start-up avec un projet technologique, vous voyez que la digitalisation peut être un véritable accélérateur. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, on a plein d'exemples. Tout à l'heure, Bagoré donnait l'exemple de la filière laitière. Et là, vous allez nous parler un peu plus justement de votre projet digital que vous avez développé pour aider les agriculteurs à collecter les données, à pouvoir les utiliser à bon escient. Oui. Donc déjà, la solution, c'est de l'IoT, hein, c'est de l'IoT avec des plateformes et tout ça. Je simplifie un peu, d'autant plus que je ne suis pas technicien là où je vous parle, là où je suis en train de vous parler là. Et en gros, ça va être une plateforme pour les agriculteurs. C'est une plateforme de suivi des champs et un outil d'aide à la décision, d'aide à la gestion et à la décision pour les agriculteurs. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est par rapport à la production. Il y a beaucoup de pertes de production à toutes les échelles. Spécifiquement, là je parle du secteur agricole, on peut avoir des pertes au niveau de la production, au niveau du stockage, au niveau de la distribution. Nous, un de nos objectifs, c'était vraiment de réduire ces pertes, d'augmenter donc à terme la productivité des agriculteurs. Et on s'attaque vraiment au problème, à sa source. Donc, vraiment, au niveau de la production agricole, on parle, parce qu'après, au niveau de la chaîne, on parle de transformation, chaîne de distribution et tout ça, stockage et tout ça. Mais si on n'a pas les produits même pour à transformer, à distribuer, à commercialiser, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les industriels vont faire? Ils ne peuvent rien faire. Donc nous, c'est vraiment, on s'est vraiment attaqué à la source du problème, comment améliorer la productivité des agriculteurs. Je parle pour Madagascar, hein. Je ne suis pas en mesure de généraliser, mais en tout cas, je parle pour Madagascar. Donc, dans cet objectif d'améliorer la productivité des producteurs agricoles, c'est vraiment de fournir un outil qui leur permet de suivre leurs champs, d'avoir des outils d'analyse. On a parlé de l'intelligence artificielle. Alors, à notre niveau, on n'est pas encore arrivé à ce stade parce que je vous avouerai qu'on a commencé en 2019. La recherche et développement, ici à Madagascar, c'est très très lent, ça se fait très lentement. L'intelligence artificielle, c'est apparu il y a 3-4 ans, donc on ne connaît pas, on commence à connaître que seulement maintenant. Donc, c'est vraiment l'outil qu'on cherche, c'est vraiment pour permettre aux agriculteurs d'améliorer leur productivité face à beaucoup de défis, hein. On a plein de défis ici à Madagascar, déjà le changement climatique. Là, on est au 4e ou 5e cyclone ici à Madagascar, avec toutes les inondations et les pertes de récoltes que ça implique. À terme, en fait, c'est parce qu'on a parlé tout à l'heure d'avoir de la base de données, d'avoir de la data. Donc, avec ces outils qui va, pour commencer, hein, là, on est vraiment dans la phase de démarrage. À terme, en fait, c'est avoir suffisamment de données pour pouvoir développer encore d'autres outils tels que l'intelligence artificielle et avoir des outils de prédiction, de prévision et tout ça. Vraiment, pour pouvoir soutenir les agriculteurs, améliorer leur productivité, soutenir en gros la chaîne de valeur du secteur agricole.
Voilà, je très beau pense. projet, ouais. Très belle perspective et feuille de route. Alors justement, moi je voulais qu'on parle un peu des difficultés que vous rencontrez. Alors, vous m'aviez précisé en fait que l'un des intérêts aussi de la solution, c'est qu'elle est sur mobile. Donc l'utilisation est très user-friendly. On ne va pas demander de connaissances technologiques fortes des utilisateurs pour pouvoir l'adopter. Et donc, il y a un sujet quand même autour de culturellement de l'adoption, de l'innovation à Madagascar. Oui, alors, tu l'as bien soulevé. Une des premières difficultés auxquelles on a fait face avec ce projet, c'est la résistance à l'innovation. On a parlé durant la présentation tout à l'heure de la méfiance aux nouvelles technologies, donc c'est vraiment le cas ici à Madagascar. Néanmoins, culturellement, ça évolue. Donc c'est une évolution lente, mais c'est une évolution qui se fait quand même. Alors, on a parlé tout à l'heure d'optimisme. Même si on est un peu frustré à notre niveau que ça ne se passe pas aussi vite que qu'on aimerait, dans tous les cas, ça se fait quand même. On est dans cette optique donc optimiste où on prend le risque d'investir toujours dans les nouvelles technologies, même si les gens ne vont pas adopter tout de suite. On espère qu'ils vont adopter dans un an et demi, dans 2 ans. Ce n'est pas un problème pour nous. On mise vraiment sur l'avenir. Donc, c'est vrai que si on attaque tout de suite, à l'instant, la situation, on va faire face à des résistances. Mais si on travaille sur du long terme, on est optimiste sur les résultats qui vont venir. Après, sur d'autres difficultés aussi, la toute première difficulté d'ailleurs, c'était pas la résistance, c'est vraiment, on n'arrête pas d'en parler dans nos échanges, c'est l'accès au financement. Notre première difficulté, c'était de financer notre recherche et développement pour ces solutions digitales, justement. Parce qu'ici, personne n'ose investir dans des startups qui n'ont pas encore leur proof of concept et qui n'ont pas un modèle économique précis. Financer du prototypage et de la R&D, de la recherche et développement, ici, ça n'existe pas du tout. Et donc ça, c'était notre premier problème, c'est financer la solution qu'on cherchait. Alors, comme les investisseurs, les financiers ne sont pas ouverts, on a dû travailler avec nos propres fonds, avec notre petite trésorerie. C'est pas évident, c'est une des raisons pour laquelle ça met du temps à se faire. Oui, donc l'accès au financement pour la recherche et développement, c'est notre premier problème. Pas notre principal, mais c'était notre premier problème. Après, un troisième point sur le développement des technologies ici à Madagascar, c'est l'accessibilité des services numériques, notamment d'Internet. Le pays n'est pas aussi couvert que par exemple la Tunisie ou l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Mais par contre, le gouvernement local, ils ont compris l'intérêt de la digitalisation et ils prennent des initiatives, des actions pour améliorer la situation. Voilà, je pense, les 3 principaux points de difficulté auxquels on avait face dans le projet. Et vous êtes quand même très courageux et vous les surmontez, donc c'est tout à votre honneur. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut vous espérer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? Déjà, par rapport à la prise de conscience des investisseurs, des partenaires financiers et des politiques surtout, de l'utilité et des avantages de la digitalisation. C'est surtout ça. On aimerait qu'ils prennent conscience, qu'ils se rendent compte que la digitalisation, ça va apporter beaucoup de innovation structurelle, si je ne me trompe pas d'expression, j'espère. La digitalisation va apporter d'autres innovations qui va grandement contribuer au développement du pays. Donc, nous, ce qu'on souhaite surtout, c'est que les partenaires financiers, les investisseurs, les politiques prennent conscience et se rendent compte de l'utilité du numérique et
qui soutiennent un peu plus des actions un peu individuelles, un peu chacun dans notre coin. Donc voilà ce qui se passe à Madagascar, c'est chacun fait son petit truc dans son coin. Et si on était beaucoup mieux soutenu par les politiques et par les institutions, ce serait vraiment un gros coup de pouce pour nous. Voilà, je pense. Voilà, l'appel est lancé. Merci. Donc, merci beaucoup Harry pour votre intervention. Alors maintenant, nous allons passer à la session de Q&A. On va répondre à quelques questions. Il y avait déjà une première question sur le poids du Maroc et le poids de la Côte d'Ivoire. Donc, le poids du Maroc dans le cluster du Maghreb et de la Côte d'Ivoire dans le cluster de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que on a veillé à ce que le poids des pays soit équilibré au sein d'un même cluster. Donc, pour le Maroc, le chiffre est de 25% par rapport à un cluster composé de 4 pays. Et pour la Côte d'Ivoire, il est de 13%. Et là, on a un cluster qui est plus gros pour l'Afrique de l'Ouest. Après, peut-être ajouter une remarque sur le poids relatif des clusters, les uns par rapport aux autres aussi. En fait, c'était aussi en fonction du nombre de pays par cluster. Donc, le plus gros était l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, il y avait l'Afrique centrale et le Maghreb qui était plus ou moins équilibré, enfin un peu plus sur l'Afrique centrale. Voilà, donc on a veillé à créer un équilibre plutôt numérique, on va dire, sur les réponses. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je vais enchaîner avec la deuxième question qui portait sur la ZLECAf et ce que peut apporter la ZLECAf dans le cadre justement de sa mise en place pour les différents pays de la région. Là-dessus, Rabeb, tu souhaitais réagir? Oui, Amira, en fait, nous avons posé la question parmi les éléments suivants, lesquels auront le plus d'influence positive ou négative sur l'évolution de votre activité en 2025? Et parmi les réponses, il y avait la meilleure accessibilité au marché africain. Cette réponse a été sélectionnée ou citée par 49% des répondants et a été identifiée comme deuxième levier de croissance. Et la question a été plébiscitée notamment par les répondants des pays de l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, grâce aux zones de libre-échange, parce qu'il semble que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont le plus avancés dans ZLECAf. Certains pays ont déjà signé des accords et passé à la mise en œuvre, et d'autres sont en cours. Donc voilà, ça c'est par rapport à la contribution de ZLECAf dans l'amélioration de l'échange interafricain. Très bien, merci beaucoup Rabeb. Il y avait une question aussi spécifique pour le Sénégal par rapport au témoignage, au retour d'expérience de Bagoré. Et donc la question, si je la résume bien, c'est quelle est la corrélation entre la situation macroéconomique du pays et la consommation du lait, parce que finalement, on a besoin de consommer du lait au quotidien, donc on ne devrait pas avoir d'impact très fort. Et Bagoré, je vous laisse réagir sur cette question très intéressante. C'est vrai. En effet, les gens continuent à consommer parce que c'est des produits alimentaires. Cependant, je crois que le fait, bon, je ne suis pas un économiste, donc, mais de manière empirique, ce qui se passe, c'est que l'État s'est d'abord beaucoup endetté pour faire des infrastructures. Et ensuite, à cause d'une situation de relatif surendettement, a arrêté brusquement tous les projets d'investissement dans des infrastructures ou dans des actifs productifs qu'ils pourraient avoir. Et donc, comme chez nous, c'est une grosse part de l'économie quand même, la commande publique. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça commande publique, mais en tout cas, la dépense de l'État dans l'économie est très importante. Quand ça baisse, en fait, on arrête des chantiers d'infrastructures, donc on a moins d'ouvriers, on arrête de commander des projets auprès de sociétés privées, etc. Donc, je pense que ça se ressent quand même sur l'emploi, l'activité économique, la consommation. Voilà, donc, bon, en plus, je pense qu'il y a d'autres éléments liés au doing business qui se sont dégradés, je pense, dans les 3 dernières années avec la situation préélectorale, puis depuis un an, notamment la pression fiscale est très importante, les lourdeurs administratives, etc., la difficulté pour les entreprises de réaliser des investissements, etc. Bon, tout ça, quand même, sur du moyen terme,
accompagne aussi, enfin, provoque un ralentissement de l'économie formelle. C'est ce qu'on déplore. Au Sénégal, il y a une diminution du nombre d'employés, me semble-t-il, dans les dernières années, d'employés formels. Donc, bon, je pense que tout ça, à la fin, ça se retrouve dans le pouvoir d'achat des gens. En plus, c'est croisé avec d'autres paramètres comme l'inflation dont on a parlé là, sur les matières premières, par exemple, ou sur le coût de l'énergie. Donc voilà, les gens ont moins d'argent pour consommer et donc ils vont aux produits essentiels. Alors, heureusement pour nous, le lait, ça fait partie des produits qui restent consommés, mais le yaourt, bon, c'est moins prioritaire par rapport au riz, à l'huile, à des denrées comme ça, au pain. Et donc, on a une baisse de la consommation par point de vente. Nous, on constate vraiment ça, puisqu'on a les ventes par point de vente, le suivi des ventes par point de vente par semaine. Donc, on constate vraiment que sur les mêmes SKUs, on a une conjoncture défavorable pour la rotation. Et on pense que c'est compensé par... les gens se replient vers une offre informelle qui est significativement moins chère, parce que il n'y a pas de... C'est le petit fabricant qui transforme lui-même sa poudre en yaourt, donc il n'y a aucun intermédiaire, il n'y a pas aucune taxe, etc. Donc c'est un produit qui est moins cher, qui est plus accessible. Voilà, donc... Très bien. Oui, donc effectivement, faire formel, c'est le recours à l'informel qui se développe quand les gens font plus attention à leurs dépenses, ce qui est défavorable aux entreprises qui sont bien structurées. Donc les quantités de commandes de l'État qui peuvent diminuer. Et peut-être pour compléter aussi ce qui a été présenté par Bagoré, c'est que finalement l'entreprise a un assortiment de produits. Certains sont plutôt de l'entrée de gamme, mais c'est pas là-dessus que l'entreprise va faire le plus d'argent. Mais c'est plutôt les produits un peu plus haut de gamme, un peu plus qualitatifs qui permettent de générer de la marge et de la croissance aussi. Le point, c'est que toutes les entreprises cherchent à avoir de la croissance. À partir du moment où les charges augmentent, il faut aussi que les produits et le chiffre d'affaires augmentent aussi. Et cette consommation de ce tiers supérieur baisse avec les crises économiques. Et donc, ça peut impacter toute la situation financière. Donc voilà, ça, c'est un exemple. Et là, la question est très pertinente. C'est vrai qu'on est sur des produits de base, mais même avec des produits de base, aujourd'hui, la diversification fait qu'on enrichit l'offre. Donc voilà, merci beaucoup pour vos questions. Il y avait d'autres questions, mais on s'en excuse, on va devoir en rester là pour ne pas trop déborder. On pourra vous répondre par écrit par la suite. Pour finir, je vais passer la parole à Semi Zewi. Alors, Semi Zewi est partenaire en market de EY Tunis. Alors, c'est à lui que l'on doit notre présence africaine du bureau de EY Tunis. C'est aussi un fin connaisseur de la région. Et donc, il va nous livrer sa lecture ou sa synthèse de tout ce qui a été dit. Si Semi, à vous. Merci Émir et merci à vous tous. Merci à ceux qui ont contribué à la réalisation de ce baromètre parce qu'il est plein d'enseignements et il fournit réellement à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, des éléments de réflexion, des éléments pour se positionner par rapport à sa propre situation. Voilà. J'ai retenu une petite dizaine de points, je vais les parcourir rapidement et ils me paraissent, je dirais, tous s'inscrire complètement dans ce qui était attendu en réalisant ce baromètre, c'est-à-dire de prendre le pouls d'une réalité du secteur de la grande consommation en Afrique francophone et de restituer ce pouls-là. Le premier point, ça a été cité, c'est l'importance du secteur. C'est un secteur qui est majeur, bien évidemment, surtout dans un continent qui est dynamique. C'est un continent qui est également dynamique sur le plan socio-économique dans le sens où il y a un enrichissement des populations de façon globale et que donc cet enrichissement des populations se traduit par un plus grand accès à la consommation. C'est également, bien évidemment, un continent qui a une région qui a une dynamique démographique. Donc tout ceci renforce, je dirais, la notion d'importance du secteur. Et élément également important, c'est que souvent, ça a été cité par vous, on manque d'informations.
Et ces informations-là manquent, elles manquent que ce soit sur le plan des informations techniques sur le secteur, mais également des informations, et ça c'est important, sur l'état d'esprit des dirigeants, le moral des dirigeants, leurs préoccupations, les messages qu'ils ont envie d'adresser au pouvoir public. Et c'est là où, je dirais, c'est mon deuxième point, le baromètre apporte une réponse à cet élément-là en couvrant ce manque d'informations. Sur le plan qualitatif, on retient deux éléments majeurs du baromètre. Le premier, c'est l'énergie positive des dirigeants d'entreprises qui sont interrogés. Cette énergie, on la voit à tous les niveaux. On la voit dans les intentions d'investissement, on la voit dans la vision qu'ils ont de l'avenir, on la voit dans le regard qu'ils portent sur les situations économiques, sociales, politiques, même s'ils ne nient pas ces difficultés. Mais il y a une manière d'approcher les choses, une manière de porter un regard sur les choses qui est une manière qui est teintée d'optimisme et qui est source donc de cette énergie-là. Et réellement, alors ça ne nous surprend pas, nous tous en tant qu'Africains, on sait que c'est dans notre ADN de voir les choses de façon positive. Mais en tout cas, cette énergie positive, on la voit. Nous réalisons beaucoup de baromètres au sein d'EY. Et dans ce cas particulier, cette énergie positive est particulièrement à noter et à relever. Le deuxième point sur le plan qualitatif, c'est que on sent qu'il y a des tendances lourdes pour l'ensemble de l'Afrique francophone. Et donc, lorsque nous avons travaillé sur des clusters, et c'est normal de travailler sur des clusters, on se rend compte que finalement, il y a bien évidemment des variantes entre les clusters, il y a certainement des variantes dans les pays au sein d'un même cluster, mais ce sont beaucoup plus des variantes que des différences majeures. Et par exemple, on le voit sur les intentions d'investissement, il n'y a pas un cluster qui, entre guillemets, décroche par rapport aux autres. Les intentions d'investissement sont là, on est entre 2/3 et 3/4 des entreprises par cluster qui ont des intentions d'investissement qui sont fortes. Donc là, je dirais que sur ce plan-là, ça prouve bien qu'il y a une communauté de destin, il y a une réalité Afrique francophone auprès des entreprises de la grande consommation. Ensuite, sur le plan technique, j'ai entendu et relevé 4 éléments qui sont revenus à plusieurs niveaux. Le premier élément, c'est la notion de digitalisation. Nous avons eu des exemples concrets de digitalisation, mais ça revient. Autrement dit, on sent très très bien que c'est un enjeu des entreprises de demain. Alors, est-ce que c'est en termes de robotisation des processus? Est-ce que c'est en termes d'une plus grande utilisation de l'Internet des objets? Ça dépend, est-ce que c'est au niveau des ERP? Ça dépend réellement de la réalité de chaque entreprise. Lorsqu'on est un peu plus dans la partie produits agricoles, on va travailler sur l'amont et donc on va vouloir plus solliciter, je dirais, la digitalisation pour avoir une meilleure connexion avec l'amont du secteur. En tout cas, les exemples ont été cités, ils sont nombreux, les réponses sont assez encourageantes du baromètre. Je ne dis pas qu'elles sont dithyrambiques, mais elles sont quand même encourageantes. Donc, il y a ce premier élément, la digitalisation, et pour un très grand nombre d'entreprises, un des axes majeurs sur lesquels ces entreprises travaillent. Il y a un deuxième sujet qui est celui de l'accès au financement. Il y a presque une souffrance de la part des entreprises, encore plus lorsqu'on voit la composition de l'échantillon. Donc, il y a quand même beaucoup d'entreprises de taille petite ou moyenne. Et ces entreprises-là, la volonté de développement est là, mais le frein est également là en termes d'accès au financement. J'y reviendrai dans ma toute dernière conclusion, mais c'est un élément majeur. Cela revient et il faut qu'il y ait des réponses fortes à cet élément-là. Le troisième élément, c'est l'enjeu de la chaîne de valeur. Il faut absolument augmenter la valeur ajoutée produite
dans les pays, produite dans les régions. C'est dans les préoccupations des dirigeants d'entreprise. Et donc, à partir de là, on peut imaginer, nous avons eu un très très bel exemple qui a été cité, donc d'une zone d'activité très grande qui, finalement, en rapprochant les acteurs facilite et favorise cette montée dans la chaîne de valeur. C'est un enjeu majeur, c'est un enjeu majeur. On l'entend beaucoup, on sait que ça fait partie des préoccupations, c'est un des enseignements du baromètre, et ça doit être également, même au niveau pays, un axe stratégique majeur. Et le quatrième élément qui a été également mentionné, qui est la notion de dire aujourd'hui, nous avons des champions locaux et on est fiers de les avoir dans chacun des pays. L'enjeu soit de passer à des champions régionaux, soit à développer les partenariats. Et c'est un des éléments sur lesquels le baromètre est revenu également, développer les partenariats à l'étranger. Une partie des réponses est là. Il y a beaucoup de richesse dans ce qui est fait localement et il y a un enjeu à ce que le local dépasse, déborde, encore plus puisque nous concluons clairement qu'il y a une réalité Afrique francophone dans la grande consommation. Donc, c'est un élément important de pouvoir créer cet ensemble, cette collaboration, cette coopération régionale une fois que les succès ont été réalisés dans un mode local. Et donc, le dernier point, je pense que le baromètre s'adresse également beaucoup au pouvoir public. Il y a aujourd'hui une réalité d'un secteur extrêmement dynamique, extrêmement optimiste, extrêmement positif, qui a envie de faire, qui connaît ses préoccupations, et il est important que les pouvoirs publics jouent également leur rôle. Nous avons parlé du financement. C'est un rôle où il faut que les pouvoirs publics adressent ceci, et il y a beaucoup de leviers pour cela. Les pouvoirs publics peuvent intervenir également au niveau de la facilitation des chaînes de valeur, parce que quand on crée des grands projets tels que ceux qui ont été mentionnés, le rôle des pouvoirs publics peut être important. Les pouvoirs publics peuvent également intervenir au niveau de l'internationalisation des champions locaux, et les pouvoirs publics peuvent également intervenir au niveau même d'incitation pour une plus grande modernisation, pour une plus grande digitalisation. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce baromètre pour pouvoir à la fois nous restituer cette belle énergie et ces belles perspectives, et également ouvrir à un dialogue avec les pouvoirs publics. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Sissémi. Alors, nous allons maintenant clôturer ce webinaire. Alors, je voulais effectivement remercier tous ceux qui ont assisté. Vous étiez très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Les panélistes pour leur intervention pleine d'énergie et de maturité sur le chemin à suivre pour continuer à développer l'activité de nos entreprises en Afrique francophone. Merci à l'équipe EY qui a contribué à la réalisation à la fois du rapport et de cet événement. Je citerai notamment les équipes marketing, business development, business consulting et assurance. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres événements africains. Merci à tous.